monsieur, bonsoir. L'hydrogène vert au cœur d'enjeux politiques et économiques au menu de questions d'actu ce soir. Le sujet est d'actualité au vu des mutations profondes que connaît la géographie mondiale des énergies sur fond de guerre en Ukraine d'un côté et d'urgence climatique de l'autre. L'hydrogène au service de l'environnement et de l'économie, oui, mais à quel prix et comment? Et la concurrence s'annonce déjà très accrue, notamment pour se positionner sur cette industrie. L'occasion pour nous de mettre en lumière les opportunités et les prérequis pour une offre Maroc compétitive. Quel est le rôle véritable de l'hydrogène dans la transition énergétique dans le monde et au Maroc en particulier? Et comment cet élément chimique peut jouer un rôle prépondérant dans l'agriculture ou encore dans la décarbonation de l'industrie. Puisqu'on parle d'industrie et d'hydrogène, quelle place occupe la R&D et la recherche et développement dans cette industrie et quels sont les efforts consentis dans ce sens au Maroc? Bref, tout ce qu'il faut savoir sur l'économie à l'ère de l'hydrogène, les tendances à suivre et les virages à ne pas rater, c'est avec nos éminents experts qui se joignent à nous. J'accueille d'abord depuis Aix-en-Provence en France, professeur Daniel Naon, professeur émérite à Aix-Marseille Université. Bonsoir professeur Naon, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, bonsoir. Je rappelle également que vous avez été nommé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI comme membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. C'était en juin 2022 à Rabat. Et vous êtes aussi ancien directeur de la recherche au ministère en France également. Fondateur des tables rondes de l'Arbois. Alors qu'est-ce que les tables rondes de l'Arbois? Nous allons répondre à cette question dans quelques instants. Je continue de présenter mes invités ce soir depuis Marrakech cette fois. Professeur Moustapha Benzazoua, bonsoir. Bonsoir Madame Ihsan. Professeur, vous êtes donc directeur général du Green Energy Park à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci beaucoup de répondre à nos questions, de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci. Et j'ai également le plaisir d'accueillir cette fois depuis nos studios à Tanger Samir Rachidi, directeur général d'IRESEN, de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Bonsoir Samir Rachidi et merci à vous également de vous joindre au débat ce soir. Bonsoir Madame Ihsan et merci infiniment pour l'invitation, merci infiniment. Marhaba. Alors, l'actualité, ce sont ces tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée qui sont à leur 13e édition. La faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille accueille donc les 3 et 4 mai ces tables rondes de l'Arbois. Professeur Naon, le thème choisi donc pour cette année est l'hydrogène demain, mythe et réalité. Un mot pour commencer sur l'ambition de cette rencontre qui convie des scientifiques de renom et surtout, pourquoi cette thématique aujourd'hui? Dans une suite de thématiques qui se sont déroulées depuis une quinzaine d'années, depuis la formation des tables rondes de l'Arbois, et elles ont commencé par l'énergie, figurez-vous. En fait, le lien qu'il y avait avec l'énergie, l'agriculture, l'eau et la société. Et aujourd'hui, donc 15 ans après, mais bien que ce soit la 13e édition, il y a eu 2 émissions sautées à cause de la crise du Covid, nous avons en plus un grand partenaire qui est l'UM6P, et nous avons décidé de voir où on en était aujourd'hui au point de vue de l'énergie, en particulier sur ce vecteur hydrogène qui est plein de promesses, mais pour l'instant il y a beaucoup de promesses sur ce que l'hydrogène pourrait régler dans l'urgence climatique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, hein, mais il y a beaucoup de promesses. Et donc, nous avons décidé de réunir en gros 18 experts et d'avoir des débats face à un public fait de citoyens, parce que c'est le principe des tables rondes même, un principe qui a germé quand j'étais en fonction et où j'ai connu des problèmes embêtants avec les OGM, le problème de la vache folle et surtout l'émergence du réchauffement climatique qui, à l'époque, si vous me permettez l'expression, laissait froid tout le monde
les hommes politiques, les industriels et les citoyens. On en parlait comme si c'était quelque chose qui risquait d'arriver. En fait, on était déjà à l'époque en plein dedans. Et donc j'ai eu ce rêve de demander à des grands scientifiques d'affronter les citoyens de façon à ce qu'on leur parle directement, parce qu'aujourd'hui, aucune innovation, aucune recherche scientifique ne pourra être appliquée sans l'assentiment de la société. Bien plus, il y a des vendeurs d'illusions, des vendeurs de fausses sciences, et qui, eux, avancent très vite et propagent les mauvaises nouvelles qui peuvent ruiner du jour au lendemain une innovation, ruiner une industrie. Et donc, il était de notre devoir de parler directement au plus haut niveau avec les citoyens. Si vous voulez, d'un rêve, c'est devenu aujourd'hui une cause. Et donc, il est important que les citoyens soient informés de ce que la science sort, de ce que la science peut régler pour le bien-être de la société, sans détour, en répondant à leurs questions, sans mensonge, directement, pour gagner la confiance de la société, leur expliquer réellement où nous allons, réellement ce que la science fait et réellement ce qui risque d'arriver si la science perd pied. Voilà en gros l'état d'esprit des tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée. Et je voyais le professeur Benzazoua acquiescer quand vous vous exprimiez, professeur Nahon, et notamment sur cette question de ce qui est mythe et ce qui est réalité dans cette industrie de l'hydrogène. Et justement, je m'adresse aux scientifiques que vous êtes, professeur Benzazoua, pour vous interpeller sur que dit la science aujourd'hui sur cette industrie de l'hydrogène. Où en est-on réellement et de manière pragmatique aujourd'hui ? Pour ce qui est de l'hydrogène, on ne peut pas dire que c'est un mythe parce qu'il y a déjà une production à l'échelle mondiale qui est importante. Il y a déjà pas mal d'industries qui fonctionnent de par leurs besoins en énergie avec l'hydrogène. On peut noter certaines industries minières. L'OCP, par exemple, au Maroc est inscrit aussi dans cette stratégie. Donc, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Par contre, il y a beaucoup de défis. Pour produire l'hydrogène avec des procédés, avec des bons rendements, pour le produire à des coûts on va dire importants, enfin des coûts intéressants, et qui peuvent compétitionner avec ce qui existe actuellement sur le marché de l'énergie à l'échelle mondiale. Et après, il y a d'autres défis pour le transporter. Est-ce que on va plus privilégier des utilisations et utilisations locales, où on irait avec du transport à grande échelle. Donc c'est toutes ces questions, tous ces défis qui restent à bien sûr définir. Alors, ces défis ont été dépassés par certains pays qui produisent déjà, vous avez parlé de production, effectivement, aujourd'hui nous sommes dans la production d'hydrogène, on parle autour d'une centaine de millions de tonnes, mais pour nous rapprocher davantage, et je veux profiter vraiment du fait qu'on ait un académicien avec nous, concrètement l'hydrogène est produit comment ? Petit rappel peut-être pour rapprocher davantage nos téléspectateurs de cette industrie-là et avec des termes peut-être très simples, expliquer le processus de production d'hydrogène, vert d'ailleurs ou pas. Voilà, justement, l'hydrogène, on est en train de lui attribuer plusieurs couleurs. On parle d'hydrogène gris quand c'est produit à partir du gaz naturel. On parle d'hydrogène bleu quand c'est de l'énergie nucléaire. Et on peut aller vers de l'hydrogène vert quand c'est des énergies renouvelables qui sont derrière les procédés de fabrication de l'hydrogène. En gros, le procédé le plus commun, ça
consiste à utiliser le principe d'une pile à hydrogène, donc aller chercher l'hydrogène qui est associé aux molécules d'eau. Donc l'eau est abondante, peut-être pas trop abondante, mais on va dire qu'elle est abondante sur Terre. Et l'idée, c'est d'aller dissocier l'hydrogène à partir de la molécule d'eau et séparer l'hydrogène de l'oxygène. Donc c'est en gros le principe de l'électrolyse. En amont, on a besoin d'énergie pour ce procédé. Cette énergie peut être de différentes natures. Et en aval, une fois qu'on a produit cet hydrogène, on est en mesure d'avoir entre les mains un combustible très intéressant. Très bien. Je me tourne désormais vers Samir Rachidi, directeur général d'IRESEN, qui est donc l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. C'est Rachidi, la question qui se pose, c'est que depuis, et on le remarque, depuis que la guerre en Ukraine a démarré, il y a comme une course effrénée à cette industrie pour se positionner sur l'industrie de production de l'hydrogène vert. Est-ce que vous confirmez cette tendance et est-ce qu'elle est amenée à s'accélérer davantage dans les mois, voire dans les années à venir ? Effectivement, Madame Khadija, la crise ukrainienne a donné, malheureusement, désolé de parler comme ça dans un contexte négatif, un engouement pour l'économie de l'hydrogène vert. En fait, principalement, on va dire qu'il y avait déjà un contexte favorable pour l'hydrogène vert, c'est l'urgence climatique. Donc, beaucoup de pays visent à décarboner et à atteindre la neutralité carbone dû aux engagements par rapport aux accords de Paris, par rapport à 2050. La crise ukrainienne est venue malheureusement couper l'Europe de son gaz russe. Et là, de manière consciente, l'Europe s'est privée de gaz russe. Et du coup, le gaz russe, comme vous le savez, est une source importante pour l'industrie allemande, mais européenne plus généralement. On a parlé de pourcentage de 40-60% de dépendance d'économie européenne par rapport au gaz russe. Donc là, cet engouement-là pour l'hydrogène vert vient de principalement cette situation géopolitique et cet ordre mondial, nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir, mais aussi par rapport au fait que l'hydrogène vert peut devenir très rapidement une source d'énergie pas chère, compétitive et principalement grâce à des partenaires comme le Maroc qui détiennent on va dire des ressources renouvelables extrêmes qui permettent aussi d'atteindre un coût très compétitif pour l'hydrogène vert. Oui, vous avez évoqué justement le mix énergétique. Aujourd'hui, puisqu'on parle de prérequis, n'est-ce pas, est-ce que, Samir Rachidi, est-ce que ce mix énergétique permet vraiment de positionner cette offre marocaine en hydrogène vert comme compétitive et surtout verte ? Effectivement, il faut juste, à mon avis, parler à deux niveaux. C'est-à-dire que quand on va parler de l'hydrogène vert pour l'export, à mon avis, il faudra séparer le réseau marocain, on va dire le mix énergétique marocain, par rapport au projet de centrales d'hydrogène vert ou de molécules vertes qui vont produire l'hydrogène, soit pour la production domestique, soit pour l'export. Quand on va parler d'hydrogène vert, on est un peu limité ou obligé de produire cet hydrogène-là à base, comme l'a dit le professeur Mzazoua, à base de renouvelables. Et du coup, comme on a un mix énergétique qui n'est pas vert pour notre réseau, donc on ne peut pas utiliser ce réseau-là. Et à partir de ce point-là, on va privilégier pour ces projets-là des projets autonomes en matière d'énergie verte. Et on parle plutôt de projets intégrés qui vont intégrer à la fois le dessalement de l'eau, la production d'énergie, la production d'hydrogène vert, donc
par voie électrolyse, et ensuite la conversion de cet hydrogène-là vers d'autres molécules à haute valeur ajoutée qui peuvent être soit utilisées localement dans le marché local pour le domaine des fertilisants via le groupe OCP, soit à l'export pour des pays partenaires. Très bien. Professeur Daniel Nahon, il est clair aujourd'hui, et comme je le disais, que la demande mondiale est là, elle risque de croître, notamment à cause des urgences climatiques. Quelle est selon vous la lecture à avoir, pragmatique encore une fois, sur cet hydrogène vert et sur les big players, sur les pays qui se sont d'ores et déjà positionnés dessus, et leur rôle peut-être dans cette géopolitique mondiale, dans le cadre d'acteurs majeurs dans la production de telles énergies. Ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que 95% de la production d'hydrogène n'est pas de l'hydrogène vert. C'est de l'hydrogène qui provient des combustibles fossiles eux-mêmes, les gaz en particulier, et qui sert beaucoup à la production d'ammoniac pour l'agriculture. Voilà un lien avec l'agriculture, qui sert aussi pour le méthanol et qui sert au raffinage des combustibles bruts pour en faire des essences plus volatiles. Disons que tout ce qui est aujourd'hui hydrogène vert nécessite un investissement considérable parce que le prix doit être entre 3 et 6 fois pour obtenir de l'hydrogène vert de ce qu'il est aujourd'hui pour former de l'hydrogène à partir des combustibles fossiles. Donc vous voyez que la route est encore longue et qu'il faut aller vite, il faut faire des investissements considérables. Ça, c'est une prise de position rapide des politiques parce que le réchauffement climatique n'attend pas. Et le réchauffement climatique fonctionne depuis bien plus longtemps que l'utilisation des combustibles fossiles, bien plus longtemps, on en parlera si vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est que si la Terre doit se réchauffer de 2 degrés Celsius, ce n'est qu'une moyenne. Ça veut dire que, d'ailleurs vous le savez, quand vous êtes au Maroc l'été sur le sable chaud des plages d'Ain Diab, par exemple, vous voulez aller vous baigner, vous courez sur le sable tant il est brûlant. Et pourtant, c'est la même énergie solaire, ce qui veut dire que les terres se réchauffent 5 fois plus vite que l'air. Et que la moyenne de 2 degrés veut dire que les terres seront de l'ordre de 10 degrés et que le véritable enjeu du réchauffement climatique, c'est l'agriculture et l'eau. Et donc, en même temps, pour le développement des sociétés, pour l'agriculture, pour l'extraction de l'eau, pour l'irrigation, nous avons besoin d'énergie. Et il est indispensable d'avoir une énergie verte. Aujourd'hui, l'agriculture dépense 4 fois plus d'énergie que l'industrie. Donc c'est l'ensemble de ce problème qu'il faut regarder, même quand on parle d'hydrogène. On ne peut pas couper en tranches de saucisson tout. On a besoin d'avoir une vue globale parce que c'est un système complexe où tout agit sur tout. Il y a des rétroactions, des bifurcations, et c'est ça qu'il faut faire comprendre à la société, où c'est un enjeu global. Et l'hydrogène en lui-même, l'hydrogène vert, nécessite, ce que je vous disais, une prise de conscience que l'investissement va être énorme, doit être énorme. Est-ce que justement, la question que je posais tout à l'heure par rapport à cette guerre en Ukraine est qu'elle aurait accéléré cette course vers une transition énergétique et vers la diversification de sources d'énergie, notamment en Europe. Est-ce que ce n'est pas cela déjà leitmotiv pour débloquer les financements et faciliter les levées de fonds pour des projets dans ce sens? Tout à fait. Ou ce ne sont que des promesses, comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, mais c'est des grosses promesses. Absolument. Si vous voulez, aujourd'hui, j'imagine que l'état d'esprit des hommes scientifiques se porte sur plusieurs choses à la fois. Ce qui rend les sociétés fébriles et instables, c'est que ces hommes politiques doivent se dire une guerre est possible, il faut se réarmer. En même temps, on doit avoir une indépendance énergétique. En même temps,
il faut rendre accessible cette énergie à tous, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% de la population africaine n'a pas accès à l'électricité. C'est une question d'accessibilité et ça revient 3 à 5 fois plus cher pour un Africain d'avoir accès à l'électricité qu'à un Européen. Donc il y a tout ce cadélioscope compliqué et le politique est au centre de ça, c'est un vrai casse-tête. Et oui, bien sûr, la guerre aujourd'hui aux portes de l'Europe, dans l'Europe, on peut dire presque aux portes du monde, est un accélérateur, un catalyseur phénoménal pour aller vers des énergies vertes, indépendantes et permettre à l'ensemble des populations, et en particulier, je pense à l'Afrique, d'avoir sa part de résultats et son accessibilité à une énergie qui enfin pourrait être à leur portée. Absolument, et on rappellera dans ce sens que l'objectif du Maroc pour atteindre justement un mix énergétique avec la moitié produite par des énergies renouvelables, cet objectif est tracé pour l'horizon 2030, en sachant que selon la ministre de l'économie et des finances, la part des énergies propres dans le mix électrique aujourd'hui au Maroc atteint 40% à ce jour. Professeur Benzazoua, comment justement accélérer la mise en œuvre de la feuille de route du Maroc de production d'hydrogène vert? Justement, donc le Maroc a une feuille de route par rapport à l'hydrogène, la production d'hydrogène. On parle de vouloir produire jusqu'à 4% de la demande mondiale au niveau de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables. Donc ça, 2030, c'est carrément demain. 2050, il veut encore aller plus loin avec 600 TWh sur 20 000 par rapport à la production mondiale. Et donc, le Maroc est déjà inscrit dans une stratégie où l'hydrogène va jouer un rôle très important. Comme le disait mon collègue, c'est Samir Rachidi, après cet hydrogène, une fois qu'il est produit, il pourrait servir dans le mix énergétique marocain qui est déjà ambitieux. On parle de 52%, comme vous l'avez dit, par rapport à la demande nationale, mais il y a aussi l'hydrogène qui va pouvoir être transporté, exporté à l'extérieur. Et pour ça, le Maroc a beaucoup d'atouts. Les atouts, c'est justement tout le potentiel en énergie renouvelable, donc l'éolien, le solaire. Après, pour ce qui est du transport, il y a des infrastructures qui existent. Certaines peuvent être converties. On parle du pipeline, par exemple, qui va vers l'Espagne et qui pourrait, moyennant une conversion, être utilisé à cette fin. Il y a d'autres pipelines un peu en projet. Il y a aussi la possibilité d'avoir de l'exportation à partir de ports, soit de l'hydrogène liquéfié ou de molécules vertes, on va dire, produites à base d'hydrogène. Donc c'est tous ces atouts-là qui font que le Maroc, actuellement, avec sa politique, avec ses ambitions, ses investissements, il ne faut pas oublier les investissements. Professeur Nahon en a parlé. Actuellement, au Maroc, il y a vraiment un engagement de certaines industries, notamment l'OCP, qui s'est engagé dans la production d'hydrogène vert. Et donc ça, c'est des investissements qui ont été concrétisés, présentés devant Sa Majesté le roi Mohamed VI vraiment récemment, et cela va permettre vraiment à court terme de commencer à atteindre les objectifs fixés et même les dépasser. Très bien, alors Samir Rachidi, je voudrais vous poser la question, pour atteindre ces objectifs, voire même les dépasser, de quoi dépend le développement optimal de cette industrie au Maroc et comment répondre aux projets, justement, aux projets portés par les investisseurs et leaders mondiaux dans ce secteur?
Effectivement, pour répondre à cette question, professeur Naon a commencé par avoir un rêve. Moi aussi, j'ai un rêve, effectivement, pour le pays, pour le Maroc. Le Maroc, effectivement, comme l'a rappelé le professeur Benzazoua, a beaucoup d'atouts. Donc, pour faire de l'hydrogène vert, on a besoin de sources renouvelables de manière très, on va dire, très forte ou très compétitive. On a besoin de terrain, de foncier, on a besoin aussi d'eau, pour faire le dessalement. Et tout ça, le Maroc, on dispose de manière excellente. Après, les défis à mettre en place ou à dépasser sont principalement des défis d'infrastructure. Principalement portuaire et en termes de transport de ces molécules-là, mais aussi un défi d'offre Maroc qui irait comme ce qu'a fait le Maroc pour l'automobile, l'aéronautique il y a 10-15 ans. On va venir proposer le Maroc comme un hub industriel vert. C'est-à-dire qu'au-delà de la molécule verte à transporter, le Maroc peut devenir un complexe industriel pour produire avec un coût très compétitif les équipements qui servent dans cette chaîne de valeur, parce que l'hydrogène vert, c'est toute une chaîne de valeur, comme j'ai dit, qui commence par l'industrie du dessalement, par l'industrie du renouvelable et par l'industrie de l'électrolyse et l'industrie chimique en aval. Et du coup, toute cette chaîne de valeur, l'idée, c'est pas que le Maroc fasse un offset industriel, mais c'est que le Maroc vienne avec les pays partenaires ensemble colocaliser cette chaîne de valeur et venir diminuer ensemble le coût dont parle le professeur Naon, dans la mesure où, bien sûr, il s'agit de faire des investissements. Donc ça aussi, c'est un défi à relever, mais je pense que le fait déjà, et peut-être que, comme vous le savez tous, l'énergie verte est déjà une énergie compétitive par rapport aux fossiles depuis quelques années. Donc l'hydrogène vert et les molécules vertes qui en dépendent, le méthanol vert et aussi l'ammoniac vert et d'autres, les carburants synthétiques par exemple verts, peuvent être très compétitifs si bien sûr on a les investissements qu'il faut à l'échelle qu'il faut. Et ça c'est un choix, je dirais, dans le contexte dans lequel on parle avec le colloque qui est prévu en France par rapport à ce sujet-là. C'est un choix de société. C'est un choix de société où la société dans le passé a fait des choix d'investir plus dans le pétrole, d'investir plus dans le nucléaire, d'investir plus dans d'autres sujets ou d'autres types d'énergie. Là, la société, je pense, elle est confrontée à un défi, sans dramatiser les choses, mais un défi aussi historique à l'échelle de l'humanité, qui est maintenant de dire comment est-ce qu'on va transiter, comment on va faire cette transition énergétique et ce choix de société qui va produire ou il va découler dans des choix d'investissement, des choix d'industrie à mettre en place. Il faut aussi l'assumer d'un point de vue politique. Donc de ce point de vue-là, il y a même maintenant des idées de dire que au-delà de la commodité de l'hydrogène vert et d'autres molécules pour l'export, on pourrait aussi localiser ou colocaliser une industrie de l'acier. Donc une industrie de l'acier vert qui viendrait aussi utiliser l'hydrogène vert qui sera produit localement et l'acier vert sera produit aussi localement pour être exporté et faire de l'acier avancé, de l'acier technique, de l'acier de haut de gamme dans d'autres pays européens partenaires où cette industrie d'acier est en difficulté par rapport à d'autres marchés. Donc l'idée c'est vraiment de revoir un petit peu ces flux énergétiques, ces flux industriels par rapport aussi à la réorganisation sur laquelle on est en train de témoigner, la réorganisation de l'échiquier mondial. Maintenant on parle de Russie, demain on va parler de Chine avec la crise de Taïwan, etc. On a déjà maintenant des usines de microélectronique qui sont en train d'être clonées en Europe et aux États-Unis pour éviter justement un goulot d'étranglement par rapport à cette industrie-là. Et il faut aussi rappeler que sur 10 panneaux solaires dans le monde, produits dans le monde, 9 sont chinois. Donc qu'est-ce
qu'on va faire demain si on veut produire de l'électricité verte ou de l'hydrogène vert à partir de panneaux solaires dont on ne disposera pas. Voilà, donc moi c'est surtout, peut-être, excusez-moi, c'est un petit rêve marocain que j'essaie aussi de partager et je profite aussi de cette émission, de ce débat-là, de cet échange pour en parler. Et vous avez bien raison d'en parler et surtout de soulever ce point critique qu'est la souveraineté finalement énergétique. Professeur Nahon, d'ailleurs je vous interpelle dans ce sens, la souveraineté énergétique n'est pas que, du coup en écoutant les propos de Samir Rachidi, n'est pas intrinsèque aux sources d'énergie, mais aussi au matériel utilisé pour produire cette énergie. Par exemple, si on prend le cas du Maroc, les objectifs, c'est de capter 4% du marché mondial, ce qui nécessiterait 90 milliards d'investissements à l'horizon 2030. Donc ma question est-ce qu'on doit penser production énergie ou écosystème de production énergie? C'est une bonne question. Écoutez, c'est pas par courtoisie de bonne aloi, mais je pense que le Maroc est un des pays les plus, visionnaires dans ce que va être le monde de demain, dans ce qu'il faut développer, et en mettant au centre de ses soucis le réchauffement climatique. Comme vous le savez, je vais très souvent au Maroc pour travailler avec l'UM6P ou avec l'OCP. Et effectivement, j'ai été frappé par cette vision qu'a le Maroc aujourd'hui. Monsieur Samir Rachidi parlait, par exemple, des implications dans l'industrie. Quand il parlait pour l'acier, un acier vert, c'est vrai, aujourd'hui, l'acier a besoin d'un réducteur pour fabriquer de l'acier. On se sert du charbon. L'hydrogène peut être ce réducteur. Mais on parle aussi des voitures électriques. Aujourd'hui, les voitures électriques consomment des terres rares considérablement, alors que les piles à combustible pourraient être les batteries des voitures électriques de demain, qui seraient complètement différentes. Il y a donc des impacts dans le développement industriel et dans la prise de parts de marché, comme vous dites, qui est capitale, et que tous les pays, sauf les plus marchands ou les plus mercantiles, ont pris un peu conscience. Tous les pays n'ont pas ça à l'esprit. Et donc, ce qu'a compris le Maroc, ce qu'ont compris les chercheurs de l'UM6P, ce qu'ont compris les chercheurs, les ingénieurs de l'OCP, c'est qu'on est au cœur d'un système complexe et qu'on ne peut pas résoudre point par point les problèmes. Il faut les aborder d'une manière globale pour aller de l'avant. Si vous voulez, je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, en France, nous avons un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Énergie, un ministère de l'Environnement et un Premier ministre qui essaye de régler le problème du changement climatique. On n'y arrivera pas parce que c'est le même problème qu'on divise en trois approches politiques différentes et concurrentes. Donc, si vous voulez, le chef d'orchestre là-dedans doit comprendre qu'il y a un lien entre l'agriculture, entre la production de l'eau, entre le réchauffement climatique, entre les énergies renouvelables. Et en ce sens, le Maroc a une chance, c'est qu'il a une énergie à profusion qui est le soleil, et le Grand Maroc a un littoral qui est l'océan. Et donc, c'est vrai que le dessalement de l'eau de mer ou des nappes salines, ce qui est encore plus rapide, peut non seulement régler le problème du Maroc, mais peut, si on a un véritable plan Marshall pour produire de l'eau douce et faire ensuite de l'électrolyse, le Maroc peut être une clé considérable pour tout le Sahel africain. Et il peut même recharger les nappes qui sont descendues par endroits de 60 mètres. Et on aura, dans les années qui arrivent, si on ne résout pas ce problème-là, un bouleversement considérable. Et il faut
Maintenant, on ne parle plus, on n'attend plus le retour de l'hirondelle. Il faut prendre les choses en main. Le monde risque de basculer. Le Maroc l'a compris et s'est investi non seulement pour lui, mais pour le reste du monde et surtout pour l'Afrique. Et ça, c'est un des atouts énormes du Maroc d'avoir cette vision. Absolument, vision d'ailleurs qui a fait l'objet d'une réunion qui a été présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et avec des objectifs tracés, notamment élaborer cette offre Maroc pour qu'elle soit attractive, incitative et surtout compétitive. Professeur Benzazoua, on parle et pour aborder de manière globale, pour reprendre les termes du professeur Naon, de manière globale cet hydrogène vert, il y a un élément très important, c'est cette relation entre l'hydrogène et l'agriculture. Alors d'abord en source de production, parce que l'hydrogène peut être effectivement produit par la biomasse agricole, mais aussi comment cela peut être utilisé dans ce secteur clé, encore une fois, qu'est l'agriculture et pour cette souveraineté alimentaire que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Oui, le lien entre l'hydrogène et l'agriculture est très significatif. Il y a beaucoup de liens. Déjà, la question des fertilisants, si on peut produire une partie de ces fertilisants de façon décarbonée en utilisant l'hydrogène, ça va être un énorme pas. Donc, ces fertilisants, c'est quoi? C'est le phosphate, donc l'extraction du phosphate et toute la chaîne de valeur pour le transformer utilise beaucoup d'énergie et donc cette énergie peut être décarbonée à l'aide des énergies renouvelables, mais aussi l'hydrogène, parce que le problème des énergies renouvelables, c'est leur intermittence. Donc le soleil, il y en a durant le jour, il n'y en a pas durant la nuit, donc il y a une question de stockage qui vient tout de suite se poser comme challenge, comme défi important. Et bien sûr, donc, pour revenir à cette question de lien avec l'agriculture, il y a l'eau. On parlait de dessalement, on parlait de rareté de l'eau à l'échelle nationale au niveau du Maroc. Je pense que le Maroc, c'est un des pays qui souffre le plus dans la zone MENA de par le manque criant d'eau et ça devrait l'être encore plus. Donc il y a la question du dessalement en vue des productions agricoles et j'en passe. Donc les liens entre l'hydrogène, les énergies renouvelables pour produire cet hydrogène, l'eau dont a besoin cette agriculture, les fertilisants dont elle a besoin, il est clair et le Maroc est au centre de tout ça, étant un producteur de phosphate, pouvant être un grand producteur d'ammoniac vert, pouvant aussi être un grand producteur d'énergie, d'eau désalinisée et ainsi de suite. Et voilà. Donc je ne sais pas si. Alors pour que cela soit possible, il faut beaucoup de recherches scientifiques dans ce sens. Quels sont les efforts consentis dans la R&D pour positionner justement cette offre Maroc, professeur Benzazoua? Ouais. Donc au niveau de la R&D et de l'innovation qui suit en général, on essaie, en tout cas au niveau de l'écosystème UM6P au Green Energy Park en particulier, de couvrir toute la chaîne qui a été vraiment bien décrite par mon collègue Sissamir Rachidi. Donc en partant du dessalement, avec comme principal défi donc des procédés avec des hauts rendements, des procédés avec de l'innovation. Donc il y a beaucoup de recherches qui se fait au niveau de l'université dans ce sens. Ensuite, on a la partie juste amont par rapport à la production d'hydrogène, donc les énergies renouvelables. Et là, l'écosystème UM6P, IRESEN, OCP, il travaille sur beaucoup de sujets en lien avec ça, notamment sur les intrants qui
qui pourrait, si Samir a bien indiqué que 9 panneaux sur 10 proviennent de Chine, et donc le Maroc, pour se doter d'infrastructures, pour produire assez d'énergie solaire, a besoin peut-être de maîtriser, d'avoir une souveraineté un peu plus importante au niveau de la production de ces panneaux photovoltaïques qui sont un intrant principal dans la chaîne de valeur. Ensuite suit toute la partie électrolyse, donc la pile à hydrogène avec les deux modes qui peuvent être utilisés pour la production d'hydrogène. Ensuite les fuel cells donc qui permettent son stockage et par la suite de produire de l'énergie sous forme électrique, ou bien on irait avec des ramifications pour produire différentes molécules vertes, l'éthanol, et sur toute cette chaîne de valeur, il y a de la recherche qui se fait. On peut même aller jusqu'à la mobilité électrique et j'en passe. Très bien. Alors quand on parle de cette chaîne de valeur, il faut aussi qu'il y ait une implication du secteur privé, n'est-ce pas, et que de son côté, le secteur public impulse une réelle volonté afin d'inciter justement ce secteur privé à adhérer à ces ambitions. Samir Rachidi, ce qui me mène à cette question sur les investissements, comment orienter les investissements dans ce sens. Alors, en parlant d'hydrogène vert, alors, il y a beaucoup de pays qui ont exprimé leur intention d'investir dans le secteur au Maroc, en particulier les pays européens et précisément l'Allemagne. Qu'en est-il aujourd'hui sur le terrain ? Enfin, sur le papier, en tout cas, les ambitions et les promesses, encore une fois, on revient à ce terme de promesses, sont là. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Est-ce qu'il y a des projets qui ont été concrétisés ? Effectivement, Madame Hssen, ce sujet-là est très, très important quand on parle d'investissement et comment concrétiser justement ces promesses et ces ambitions. Donc, tout d'abord, permettez-moi juste de reprendre aussi l'exemple l'exemple de l'accélération industrielle au Maroc pour l'automobile, pour l'aéronautique, parce que c'est des portes étendards et aussi parce que c'est des industries où le Maroc était un peu improbable il y a 10-15 ans. Mais bien sûr, il y a d'autres réussites dans l'agroalimentaire, dans le textile, etc. Mais permettez-moi juste de prendre en benchmark, si j'ose dire, ces deux industries. Donc pour ces deux industries-là, le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout d'abord, sans trop de jeu de mots, à formuler une offre Maroc. C'est-à-dire que, effectivement, sur l'investissement, le risque, on va dire, est un peu minime et il est maîtrisé. Donc, on offre une infrastructure, on offre un foncier, on offre des centres de formation, on offre des infrastructures d'exportation et ces industriels-là forment un capital humain avec le soutien des politiques publiques et aussi produisent et permettent aussi d'exporter et également de faire de la croissance pour le Maroc, et on l'a vécu ici par exemple à Tanger, à Kénitra, dans beaucoup de zones franches où il y a beaucoup de valeur qui est créée, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés. Donc de ce principe-là, et parce que aussi, je me permets de parler comme ça parce que nos concitoyens aussi se posent des questions. Si on n'est pas sûr, s'il s'agit que des promesses, comment on va engager un capital public ou bien les deniers publics dans ces investissements-là. Donc l'idée pour moi principalement, c'est vraiment d'être dans une situation d'une offre Maroc où les risques seront maîtrisés, où un foncier sera déployé ou dédié à ces projets-là et où des infrastructures avec des partenariats probablement publics-privés voient le jour pour mettre en place cette industrie-là. Après, sur les décisions des investissements, on a particulièrement plusieurs niveaux.
Donc, comme il s'agit de promesses, on a l'ordre de grandeur, on va dire, quand on va parler de ces projets-là, c'est le gigawatt, c'est 1000 mégawatts. Donc, on va parler de 1000 mégawatts, 1 gigawatt, 2 gigawatts, il y a des projets qui annoncent 10 gigawatts, etc. Mais la technologie actuelle, ou l'état de l'industrie actuelle, en particulier l'industrie de l'électrolyse, le maillon clé qui va nous produire l'hydrogène, il est en deçà de ces niveaux-là. Donc, on va être sur des niveaux plutôt de la dizaine de mégawatts. Donc, même l'offre industrielle aujourd'hui n'est pas capable de atteindre ou être au diapason, on va dire, de l'échelle escomptée pour ce déploiement à grande échelle de l'hydrogène vert. Donc du coup, bien sûr, vous avez parlé d'Allemagne, il y a des accords et on est aussi fiers en tant qu'institut de recherche d'avoir reçu une partie de ces dons, on va dire, européens, en particulier allemands, pour alimenter, on va dire, la base de cette industrie-là à travers ce que vous avez évoqué antérieurement avec professeur Mzazoua, la partie R&D innovation. On va essayer à travers des plateformes, donc IRSN avec l'UM6P, le groupe OCP ont mis en place une plateforme Green H2A qui va être localisée sur le site de Jorf pour essayer de tester à une échelle donnée, l'échelle qui est disponible maintenant, le mégawatt, la dizaine de mégawatts, les technologies de production d'hydrogène et la chaîne de valeur de l'hydrogène de demain. Donc cet effort-là, qui va consentir des investissements, on parle de quelques dizaines de millions d'euros, quelques centaines de millions de dirhams, ça sera une base pour servir un petit peu l'écosystème à plusieurs niveaux. D'abord, se doter en expertise et en compétences pour notre capital humain qui va lui gérer et opérer ces centrales de demain, de production d'hydrogène vert ou d'autres molécules vertes, mais aussi on va essayer de comparer des technologies entre elles qui sont encore prometteuses, comme on le dit aujourd'hui, et essayer aussi de donner des données réelles de tests et de validation de ces technologies-là pour des industriels comme le groupe OCP ou d'autres partenaires de cette plateforme-là pour dérisquer des investissements futurs. Après, le troisième niveau, et là, c'est une sorte de montée en compétence de l'entreprise marocaine et aussi les institutions marocaines pour préparer un contenu local industriel élevé dans la mesure où cette expertise en matière de R&D et ces tests-là qui vont être faits par du capital humain marocain va démystifier cette industrie et va permettre aussi à des PME marocaines ou des groupes marocains de prendre des parts dans cette chaîne de valeur et industrialiser comme on l'a vu. L'automobile a commencé principalement par des usines ou par des noms ou par des investisseurs étrangers, mais petit à petit, avec de la masse critique, on a eu des sous-traitants et des sous-traitants de sous-traitants qui se sont installés et maintenant de plus en plus de sous-traitants sont aussi marocains. Pas uniquement des sous-traitants de ces entreprises-là qui se sont délocalisés au Maroc. Donc, on va dire que le chemin reste un petit peu long, mais l'opportunité est là. Et là où aussi je vais en venir par rapport au réalisme des fois et des cours, et des chemins courts qu'on peut prendre, c'est un peu ce qu'a montré aussi le groupe OCP à travers la signature de son contrat programme d'investissement ou de son programme d'investissement de 13 milliards de dollars qui a été présenté à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui permettez-moi le terme, avec une audace, a mis des objectifs et permettez-moi d'insister, des objectifs très ambitieux. Je fais partie un petit peu du domaine et je connais un petit peu les ordres de grandeur. Les chiffres communiqués par OCP et les ambitions pour 2027, 2032 et une décarbonation pour 2040, c'est des objectifs pharaoniques, sans trop on va dire d'excès de zèle ou quoi que ce soit, et du coup c'est cette audace là qui va peut-être aussi nous permettre d'avoir aussi une visibilité par rapport au marché local, et ça c'est aussi important, et c'est aussi un défi qui va être mis sur les partenaires publics et privés pour accompagner ce plan d'investissement, parce que le groupe OCP est une entreprise, donc ces investissements sont certainement justifiés et du coup il y a une rentabilité derrière.
vert. Et la rentabilité va se faire en poussant à l'extrême les modèles économiques que se propose de faire le groupe OCP. Et on est avec l'Université française polytechnique et IRSN et d'autres partenaires, bien sûr, l'université marocaine et les industriels, par exemple, qui forment le cluster Green H2 Maroc. On est là aussi pour accompagner ce déploiement à grande échelle de l'hydrogène vert et de ses dérivés. Absolument. Et ce qui a retenu mon attention, c'est que effectivement, le secteur de l'automobile a commencé avec des géants, et c'était des géants français. Pour finir, professeur Daniel Naon, quelle coopération entre le Maroc et la France? Déjà, sur le volet académique, on le voit, ce rapprochement entre l'UM6P et l'université Marseille, ex-Marseille, notamment dans ces tables rondes de l'Arbois, mais qu'en est-il de la coopération dans cette industrie de l'hydrogène vert entre le Maroc et la France? Est-ce que la coopération, justement pour le bien et les enjeux communs entre les deux pays, va au-delà de quelques frictions diplomatiques? Oui, heureusement. Les scientifiques ne rentrent pas dans ces considérations qui sont des considérations politiques, heureusement. La science, la recherche scientifique est un bien commun. Ça veut dire que c'est comme la santé. Si j'étais un grand professeur, on m'emmène quelqu'un qui est au bord de la mort, un grand professeur de médecine, je ne chercherai pas à savoir d'où il vient, je l'opère et je lui sauve la vie. Parce que justement, la médecine est un bien commun. C'est le cas pour toute la recherche scientifique. Il y a donc une très grande coopération entre la France et le Maroc dans ce domaine. Et je vais même aller plus loin. Vous avez parlé des tables rondes de l'Arbois qui vont se trouver là. Il y a dans notre CNRS, Centre national de recherche scientifique, qui intervient fortement à côté de UM6P, qui est le partenaire majeur, et Aix-Marseille Université, qui intervient parce que c'est le navire amiral français de la recherche aujourd'hui. Et il y a la personne idoine là-dedans qui fait marcher la recherche sur l'hydrogène, s'appelle Abdelillah Slaoui. C'est un franco-marocain qui est un des hommes les plus actifs et qui m'a beaucoup aidé à trouver les grands scientifiques qui vont s'exprimer aux tables rondes de l'Arbois les 3 et 4 mai. Donc, vous voyez, c'est très concret. Et il y a une sorte d'osmose, de transfusion sanguine continue entre la France et le Maroc au niveau de la recherche et de l'innovation. Merci beaucoup. Du concret, justement, en parlant de ces tables rondes de l'Arbois qui se tiennent donc les 3 et 4 mai à Aix et plus précisément à l'université Aix-Marseille, je rappelle et j'informe nos téléspectateurs que nous allons profiter de la présence d'éminents experts pour leur poser des questions. Nous allons couvrir bien évidemment cet événement avec Médien TV, histoire de nous rapprocher davantage des réalités et aussi peut-être de dissiper les doutes et les amalgames sur cette industrie du futur, enfin que dis-je, d'aujourd'hui, avec les enjeux futurs que l'on connaît et que l'on vient bien évidemment de discuter lors de cette émission. En tout cas, merci beaucoup, professeur Daniel Naon, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, moi aussi. Et merci à vous également, professeur Mostafa Benzazoua. Un plaisir renouvelé d'avoir eu l'occasion de discuter avec vous sur ce sujet. C'est moi qui vous remercie, Madame Ihsan. Et mes remerciements vont également à Samir Rachidi, directeur général de l'IRSN. Merci, Samir Rachidi. Merci infiniment, Madame Ihsan, pour l'invitation. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Très bonne soirée à tous.